Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Moi, je viens du monde du théâtre et tant que le spectacle n'est pas terminé, il y a pas de fin en fait. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Christelle, elle est comme un trésor enfoui profondément qui se révèle petit à petit. Au début, j'étais très intriguée et je me suis approchée doucement. J'ai lu ses posts, j'ai laissé un commentaire ou l'autre, j'ai observé ses photos, j'ai admiré son courage, j'ai aimé son humour, mais son histoire médicale n'était pas si claire que ça. Cancer du sein, oui, mais ça m'avait l'air plus complexe. Il y avait l'air d'y avoir quelque chose d'autre, quelque chose en plus, je dirais même. J'ai toujours été très intriguée par les gens qui se dévoilent peu, mais dont les yeux reflètent la richesse infinie de leur monde intérieur. Christelle, c'est ça. Discrète, un peu mystérieuse au début. Petit à petit, je découvrais, je me demandais, je m'interrogeais, j'essayais de lire entre les lignes de ses posts. Qui est cette femme derrière cette plume sublime et ces textes d'une profondeur sans nom ? Qui est cette femme hypersensible derrière cet humour fin et cette capacité d'autodérision ? Qui est cette femme d'une vulnérabilité touchante et au grand cœur derrière toutes ces photos qui m'intriguent ? Quelle chance j'ai eu de pouvoir accueillir Christelle sur le podcast. Quelle chance j'ai de pouvoir rentrer dans l'univers de personnes aussi rayonnantes, aussi courageuses, aussi profondes, aussi belles. Elle en a connu des coups durs et des blessures, notre Christelle. Bien avant le cancer, une grossesse gémellaire compliquée, parsemée d'obstacles et de nouvelles difficiles à encaisser. C'était dur. Les jumeaux sont arrivés, ouf, ils étaient en bonne santé. Christelle et son conjoint commençaient à trouver un rythme. Ils commençaient un peu à souffler, les bébés avaient 1 mois et demi et paf ! Cancer du sein. Elle ne saura jamais ce que c'est d'être une jeune maman en pleine santé. Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, je ressens de la colère quand j'entends que le cancer frappe des jeunes mamans. C'est comme s'il venait voler leurs belles années de maternité. J'ai aussi beaucoup de colère quand j'entends que des jeunes femmes n'auront jamais la chance d'avoir des enfants à cause d'un foutu cancer. Christelle a traversé les épreuves avec courage et patience, mais finalement très seule, et surtout très prise par ses 2 petits qui, comme nous le savons tous, nous sollicitent tant quand ils sont si petits. Même pas 1 an après la fin de ses traitements, elle a ressenti une douleur. Elle a vu son sein gonfler, changer d'aspect, s'endolorir, chauffer. Je consulte pas, je psychote pas, c'est pas possible, je viens de terminer mes traitements, ça peut pas être ça. C'est totalement inconcevable d'imaginer une récidive aussi rapidement. Oui, c'est inconcevable. Et pourtant, la voilà repartie pour un cauchemar, parce que je trouve que c'est vraiment un cauchemar quand il refrappe. Et encore plus un cauchemar quand il refrappe si vite. Cancer du sein inflammatoire, un cancer rare et agressif. Et personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ce cancer. Ses cheveux repoussaient, la voilà de nouveau chauve, devant encaisser à nouveau les fameuses chimio EC, qui ne sont rien d'autre qu'une horreur. Je lève mon chapeau, car elle n'a pas baissé les bras, et elle a toujours été là pour aider les autres femmes à ne pas baisser les bras. Quand Christelle est entrée dans le groupe de soutien, elle n'a pas dit un mot sur elle, mais elle a apporté du réconfort, de l'amour et du soutien, le tout avec beaucoup de douceur. Elle nous dit que ce qui l'aide à avancer aujourd'hui, c'est de se sentir et de se rendre utile, d'aider les autres femmes. J'ai très envie de vous dire quelques mots sur le magnifique projet qu'elle met sur pied, mais je vais plutôt la laisser vous raconter. Tout ce que je vous dis déjà, c'est que Christelle est une artiste des mots, une artiste au grand cœur, une artiste pleine de rêves et d'idées, une artiste dévouée aux autres et voulant faire bouger les lignes. Et je terminerai par la citer. Derrière la maladie, il y a la vie. Oui, on est malade, mais on est en vie. Tant qu'il n'y a pas ce mot fin, on est en vie. Alors célébrons la vie avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Delphine. Écoute, mille merci d'avoir accepté de venir parler pour le podcast Naître princesse, devenir guerrière. C'est un honneur. Alors, c'est un honneur partagé. C'est formidable. Comme je le disais dans l'intro, je t'ai repéré sur Instagram et tu m'as touchée en plein cœur.
Alors voilà, je voulais absolument t'avoir comme invité. Ton histoire a commencé quand même, on va dire, ouais. On va commencer peut-être pendant la grossesse. Ça m'a fort remarqué que il y a eu énormément d'obstacles sur ton chemin. Et tu t'es relevé à chaque fois. On a l'habitude de faire comme ça un petit contexte, donc ta composition familiale. Alors je vais quand même dire, tu es la 3e personne qui est maman de jumeaux sur le podcast. Donc je me dis, je crois que je dois. Oui, il y a Magali qui a des jumelles, ouais. Cinda qui va passer en juillet, et puis toi. Donc moi j'ai toujours été fascinée. Donc tu vois. Et voilà, écoute, fascinée aussi par ta manière de te relever à chaque fois. On va un petit peu peut-être passer du temps à t'écouter, voilà, tout ton parcours médical, et puis bien évidemment parler de ton projet extraordinaire, parce que c'est ce qui t'anime aujourd'hui, et j'invite tout le monde à aller voir ses réseaux parce que c'est un projet magnifique. Et donc voilà, je te laisse commencer où tu veux, terminer où tu veux, et voilà, on a plein de choses à se raconter. Eh ben allez, c'est parti. Écoute, moi ça a commencé, enfin l'enfer entre guillemets a commencé durant ma grossesse gémellaire. Alors au départ c'était une très belle nouvelle puisque avant qu'on se mette à faire des enfants un peu sur le tard avec mon conjoint, on se disait allez, on en fait 2 d'un coup comme ça on n'en parle plus, c'est fait. Et le jour où le gynécologue, on est allé faire une écho et que dans l'écran mon conjoint a repéré 2 poches et que le gynécologue a confirmé qu'il y avait 2 poches, on a éclaté de rire en se disant bon bah voilà, on en fait 2 d'un coup et c'est fait. Donc voilà, donc ça c'était la super nouvelle. Après la nouvelle a commencé un peu à être à s'effriter un peu parce que dès le 3e mois, un de mes bébés était suspecté de trisomie 21 puisque la clarté nucale était pas top, donc il a fallu faire les tests pour savoir si oui ou non il y avait une trisomie. Par chance c'était pas le cas, mais bon, tu vis quand même ces jours d'attente là, tu les vis moyennement quoi. Puis du coup ça te gâche ton truc, t'as pas du tout envie d'annoncer ta grossesse à qui que ce soit. Le second trimestre c'est plutôt bien passé. C'était à peu près le trimestre, tu vois, où t'as plus les nausées, t'as plus de suspicion, voilà, tu prends du poids mais tu deviens pas non plus une énorme baleine. Et puis le cauchemar a continué fin juin sur l'écho des 5 mois. La gynécologue me dit voilà, vous avez un des 2 bébés qui a beaucoup de liquide amniotique. Donc ne vous inquiétez pas, généralement c'est lié à un début de diabète gestationnel. Donc il va falloir que je vous fasse faire les tests nécessaires. Bon, OK. Sauf que je me contente jamais de ça, en fait, tu vois. Quand on me dit un truc, je me dis oui, bon, d'accord, ça peut être ça, mais sinon, c'est quoi? Et donc, je lui pose la question et je lui dis, et sinon, si c'est pas lié à ça, c'est quoi? Enfin, pourquoi il y a trop de liquide? Et elle me dit, c'est peut-être lié à des malformations, à des problèmes plus importants. Donc, je pars faire mon dépistage de diabète gestationnel, dépistage négatif, donc pas de diabète. J'essaye pendant 48 heures de joindre ma gynécologue qui, étant obstétricienne, travaillant en clinique, est ultra chargée au niveau de son planning. Donc, c'est ultra compliqué de s'entretenir avec elle. Elle finit par me rappeler et me dire, écoutez, je vous ai pris un rendez-vous avec le CHU. Parce que ma clinique était de niveau 2 et c'est vrai que pour les grossesses gémellaires, ils préfèrent d'être sur des maternités de niveau 3. Je pense que mon organisme ou les bébés ou je ne sais pas quoi n'a pas aimé et 2 jours après, j'ai failli accoucher en fait, tu vois, donc j'étais enceinte de 5 mois et demi. Oui. Ils arrivent à calmer le jeu. Je fais face à un gynécologue interne qui me dit alors que t'as pas dormi de la nuit, que tu sais pas du tout ce qu'il en est, que tu t'inquiètes aussi pour un de tes bébés parce qu'on n'a toujours pas la réponse par rapport à ce liquide amniotique, qui te dit de toute façon là, on a stabilisé les contractions, mais vous doutez bien que si ça reprend et que si vous êtes couché maintenant, le risque de survie est quasi nul quoi. Ok. Je vais aller prendre ma douche avec ça, monsieur le gynécologue, c'est sympa. Voilà, donc je suis transférée au CHU. Au CHU, t'es rien, t'es qu'un numéro, t'as l'impression d'être un espèce de morceau de viande qu'on dissèque dans tous les sens. Heureusement qu'il y a les sages-femmes parce que du coup je suis
fais un petit séjour, ce qu'on appelle en GHR, donc c'est le département des grossesses pathologiques à risque. Je finis par rencontrer cette fameuse médecin, soi-disant ponte de chez ponte, mais inhumaine de chez inhumaine, qui me dit de toute façon, il faut impérativement faire une amniosynthèse, avec tous les risques que ça comporte, parce que ça peut déclencher un accouchement. Donc, je fais mon amniosynthèse, l'amniosynthèse revient, il n'y a pas de trisomie, donc on est très soulagés. Mais il y a une forte présence de liquide d'urine, dans le liquide. Et donc là, ils partent sur la suspicion d'un syndrome, d'une malformation rénale qui s'appelle le syndrome de Bartter. Grosso modo, on est persuadé que c'est ça, et les médecins sont persuadés que c'est ça et qu'il faut que je me prépare à l'arrivée à la mise au monde d'un bébé, d'un des deux bébés qui risque d'être fortement impacté sur son développement physique et morphologique. Oh. On te demande de faire un choix ou non? On te demande de préparer? Non, on me demande de préparer. Le choix, on m'avait demandé de faire le choix s'il y avait eu des grosses anomalies trisomiques. Ok. Voilà. J'ai jamais fait ce choix. On s'est toujours dit avec mon conjoint qu'on attendait les résultats avant de prendre une décision. Ouais. Je voulais même pas envisager ça en fait. Ouais. Mais pas pour le syndrome. On me le demande pas, donc je continue ma grossesse avec ça, avec ce plomb dans les ailes, dans le bide, avec une seule envie qu'ils accouchent pour être fixés. Ouais. Ah oui, donc parce qu'il te disait c'est une possibilité, mais il y avait aucune certitude. C'est une possibilité, mais c'est invérifiable avant la naissance. Ouais. Donc voilà, donc tu dois de toute façon mener à terme c'est pour ça en fait qu'ils me proposaient pas de mettre un terme à ma grossesse, c'est que c'était invérifiable avant la naissance. Okay. Donc tu peux pas prendre le risque non plus de mettre un terme sur un bébé qui potentiellement va bien en fait, si ça se trouve, tu vois. Bien sûr. Et puis un jour je craque en consultation avec cette gynécologue immonde qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit Madame Lebrun, vous avez envisagé de consulter un psy? Parce que là, je vous le dis tout de suite, vu comment vous réagissez, vous êtes incapable de vous occuper de vos enfants quand ils vont arriver. Ouf, la bombe. Voilà. Donc déjà, quand c'est ta première grossesse, t'es pas à l'aise. Quand c'est une grossesse gémellaire, t'as encore plus peur de ce que tu vas faire, comment tu vas le gérer, etc. Et en plus, on est en train de te dire qu'en gros, si tu craques, t'es une mauvaise mère. Voilà. Donc allez, rentre avec ta culpabilité chez toi. J'accouche tant bien que mal. Il me déclenche l'accouchement parce que j'avais un utérus qui avait tellement été dilaté par la grossesse que j'avais 6,5 kg de bébé dans le bide en fait, que du coup il ne contractait plus, donc il me déclenche l'accouchement. Ça fonctionne pas, donc je pars en césarienne. Je savais que je serais coupée de ma fille dès la naissance. Je découvre ma fille, elle a 12 heures. Je la tiens dans mes bras, elle est câblée de partout. Voilà, on lui a fait des prises de sang. Enfin, bref. Quand est-ce qu'ils t'ont annoncé que tout allait bien, en fait? Et en fait, par chance, ils m'ont redescendu ma fille 48 heures après. Mais donc, toute cette incertitude, en fait, pendant 48 heures, dans un état un peu second, c'est vraiment compliqué, ouais. Bon, donc, ça se termine bien quand même. Ça se termine bien, ma fille va très bien, il n'y a pas de syndrome, je rentre avec mes 2 bouts de chou, tu vois, on met en place un rythme avec des jumeaux, on commence un peu à respirer. Et je me fais cette réflexion, c'était le week-end du 11 novembre, donc je me fais cette réflexion en me disant c'est cool, ça se met en place. Ma fille fait déjà ses nuits, mon fils commence à les faire, donc voilà, on commence à trouver notre rythme, ça va aller, je suis confiante, tout va bien. C'est bien, ouais. Et 2 jours après, je suis dans ma salle de bain, je m'apprête à monter dans la douche et mon conjoint rentre dans la salle de bain et je ne sais pas pourquoi, je me cache les seins. Et en cachant mes seins, je me fais mal sur le sein droit. J'ai quelque chose qui me fait mal en fait, comme une espèce de décharge électrique, alors que tu vois, je me cache les seins, tu vois, j'y vais pas comme une bourrine à m'attraper les seins pour que personne les voie. Enfin, tu vois, je mets juste ma main. Donc j'y vais un peu plus en profondeur et là je sens une boule qui me fait mal. Et tu allaitais en fait les jumeaux, je sais plus en fait. J'ai essayé d'allaiter et en fait j'étais tellement claquée que j'ai fini par me dire tant pis, ils auront eu un tout petit peu d'allaitement au tout début de la grossesse et puis on va passer sur du lait parce que là je vais crever. Et sur le coup je me dis
c'est rien. Voilà. C'est probablement lié, comme j'avais un petit peu allaité, à un peu de lactation qui stagne. Ou... C'est en plein dans la réalité post-accouchement, donc on pense absolument pas à quoi que ce soit d'autre. En plus, si jeune. En plus, et puis oui, voilà, c'est ça, c'est surtout ça, si jeune. Donc je me pointe chez mon médecin traitant le lendemain. Par chance, elle peut me recevoir. Elle m'ausculte. Elle me dit effectivement, il y a une boule qui n'était pas là avant. Ça peut être rien. Ça peut être vraiment lié à, voilà, peut-être à un abcès à cause de vos montées de lait, de votre montée de lait que vous avez eue et tout. Par acquis de conscience, et merci. Oui. Qu'elle ait réagi comme ça. Elle me fait par acquis de conscience, je veux que vous passiez un bilan scénologique, échographie, mammographie. C'est une jeune médecin. Elle a 35-40 ans. Donc, je pense que elle est beaucoup plus au fait que certains vieux médecins qui sont restés focalisés sur le fait qu'un cancer du sein avant 50 ans, c'était pas possible. Oui. Et là, c'est sur les réseaux, on voit tout le contraire, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je tiens quand même à dire qu'il y a des médecins qui sont importants, qui ont cette maîtrise de l'importance de la chose et qu'il vaut mieux prévenir que guérir en fait. Donc, elle tout de suite, elle s'est dit, on fait un bilan. Je passe cette échographie en me disant, ils me font suer, à m'ausculter, j'en ai marre, je voudrais qu'on me foute la paix. Et là, je vois la tête de l'échographe qui me dit, vous avez un peu de temps? Elle me fait, j'aime moyennement ce que je vois, donc je voudrais en voir un peu plus via la mammo. Elle revient me voir après la mammo et elle me dit, écoutez, c'est un nodule, j'aime pas la forme qu'il a, il faut que vous fassiez une biopsie. J'entends la toubib repasser devant le secrétariat, dire vous avez obtenu la date pour Madame Lebrun. Oui, c'est dans une semaine. Oh là. Et là, la médecin répond on ne peut pas attendre une semaine, c'est pas possible. Mais sauf qu'elle ne sait pas que j'entends. Oui. Et à ce moment-là, j'ai compris. Et puis de là, donc cancer du sein, HER2 plus. C'est ça. Avec récepteurs hormonaux. Et là, tu nous expliques un peu moins marqué que la HER2. Et là, la totale. La quasi-totale. On va dire la quasi-totale parce que après il y aura la totale. Voilà. Donc la quasi-totale. Je suis confiée à une super chirurgienne qui est ma fée, qui est mon ange gardien, qui est tout ce que vous voulez, qui m'annonce mon cancer et qui prend tout de suite tout en charge pour moi, grosso modo, tu vois. Mais qui est ultra confiante et qui est ultra positive et qui est ultra humaine et qui est un vrai cœur sur pattes. Heureusement, parce que quand je vois tout le côté inhumain pendant la grossesse, t'avais vraiment besoin d'humains en dose massive. Hein. Donc voilà. Donc on part sur tumorectomie avec ganglion sentinelle à retirer. A priori, puisque tous les examens montrent que visiblement les ganglions sont pas touchés. Chimiothérapie avec 3 cures de. Alors aujourd'hui on les appelle les ex-100. À l'époque c'était les fake 100. Quand je dis à l'époque, c'était en 2017. Voilà. C'est pas il y a très longtemps. C'est pas du temps des dinosaures, les filles. Et puis Taxol, et puis radiothérapie, et puis hormonothérapie, puisque j'ai des récepteurs hormonaux positifs. Bon, allez, ok, branle-bas de combat, on y va. J'ai ma maman qui m'épaule énormément dans ce parcours, j'ai mon conjoint qui m'épaule beaucoup, je m'occupe tant bien que mal de mes petits, avec la culpabilité de parfois pas réussir à te lever, voilà, j'en passe, des moments où je suis complètement bloquée, des moments où, voilà, c'est comme ça. Période pas évidente. Non, vraiment pas. On me retire ma tumeur qui faisait 4 cm quand même. Pas de ganglion atteint, parce que du coup, le sentinelle est négatif. Donc, tu te dis, super, il s'est propagé nulle part. Voilà, il va être pris à temps. On fait ce satané traitement et puis après ça c'est fini quoi. Les traitements démarrent de chimio, on les connaît. On les connaît. Ouais. Enfin on les connaît à part que on les connaît pas tous avec 2 bébés, 2 jumeaux. Oui. Voilà. Ça, c'est un petit peu particulier quand même. Les chimios EC, enfin en Belgique on dit les EC.
les EC, Ouais, en avec France des aussi, jumeaux. ça dépend. Je vais te dire que, enfin, moi, ils étaient ados, donc je devais pas me réveiller pour m'occuper des bébés. Donc ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ouais, voilà. Donc non, il fallait. Alors, ils faisaient déjà leur nuit, mais mon fils, à chaque quelques jours avant chaque chimio, se réveillait la nuit tout le temps. Ils Donc, sentent il devait tout, bien hein. sentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais, donc voilà. Donc, tu deviens maman avec Maman malade. ouais, c'est ça. Tu deviens en fait maman malade. Donc, tu ne profites. Tu ne sais même pas ce que c'est que d'être maman en bonne santé, en fait. Enfin, tu sais même pas ce que c'est que de vivre ça pleinement, tranquillement, sereinement. T'as l'impression qu'on te vole un peu ta maternité, quoi. Enfin, Ouais, c'est toujours et ça, ton en rôle fait. de mère. Ouais. Et puis Bon. voilà, tu as eu en plus une difficulté, c'est que tu t'es chopé une bonne allergie au Taxol. Ouais. C'est quand même assez rare. Ouais. Donc voilà encore un petit caillou dans ta chaussure là qui vient se C'est ça. encore un obstacle. Donc tu as dû continuer alors les EC ou on t'a donné autre chose? Non, j'ai pas continué les EC. En fait, j'ai fait 2 chocs anaphylactiques puisque du coup, je suis allergique au Taxane qui compose le Taxane, Taxol et le Taxoter. Mais ils ont voulu essayer les 2 avant de savoir que c'était le Taxane auquel j'étais allergique. Donc j'ai failli y passer quand même 2 fois, voilà. Et non, ils ont arrêté les cures de chimio. Ah oui, d'accord, oui, je me souviens. Ils se sont dit que l'Herceptine suffirait. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc tu fais confiance, tu te bats avec ça, tu te dis bon bah ok, je continue mes injections d'Herceptine. Tu finis tes rayons tant bien que mal, tu commences ton hormonothérapie tant bien que mal. Tant bien que mal. Je finis donc ouais c'est ça, ouais je finis mon Herceptine mi-avril 2019. Je suis sous hormonothérapie et en mars 2020, je ressens dans mon sein des douleurs. Ouais, donc toi, tu as fini tes traitements depuis pas longtemps. Enfin, tu as tout fini depuis pas longtemps, quoi. Bah, j'avais même pas 1 an de fin d'Herceptine, en fait, quoi. Ouais, j'avais 11 mois. Et en plus, sous hormonaux. Donc, c'est ça le. Et sous hormonaux. On se croit protégé. Bon. Ouais. Je me crois protégée, je me dis que les rayons, tout ça cicatrise encore là-dedans. Enfin voilà, je m'affole pas du tout. En plus, ça tombe sur pile le début du confinement, donc autant te dire que je me dis je vais pas aller chez le médecin pour ça tout de suite. Voilà, je m'occupe de mes petits bouts pendant les 2 mois de confinement et plus ça va, plus j'ai mal. Quand tu vois, on s'appuie contre moi quand je lis une histoire à mes enfants, j'ai mal quand je me mets sur le ventre dans mon lit. Et puis, je trouve que mon sein commence à changer un peu d'aspect. D'un autre côté, je me dis, attends, t'as vu ta chirurgienne, t'as fait ton contrôle en janvier, il y avait rien, tout allait très bien. T'as vu ta chirurgienne juste après qui te confirme à l'examen clinique qu'il y a rien. T'as vu ta gynéco en février, elle t'a palpé, il y avait rien non plus. Enfin, arrête la psychose. Et puis, de psychose en psychose, tu finis par te dire, je vais quand même en parler à mon médecin. Donc, je fais une téléconsultation. Nous sommes fin mai, ouais, donc elle ne me voit pas. Confinement, ouais. On était sortis du confinement, mais j'avais pas envie de me taper les salles d'attente avec des suspicions de Covid. Donc voilà, donc je fais une téléconsultation, je lui explique, elle me dit bah c'est vrai que ça aurait été mieux que vous veniez pour que je puisse voir, mais c'est pas grave, je vous prescris, vous allez refaire une écho et une mammo. RAS, tout va bien, Madame Lebrun, y a rien du tout. Nous sommes début juin. Et tout le mois de juin, mon sein change d'aspect, de volume, il grossit, il se durcit, il est de plus en plus chaud, j'ai de plus en plus mal et je le trouve de plus en plus lourd. Je commence un peu à m'affoler et fin juin, je me fais très mal. Mais vraiment, je pleure de douleur. C'est-à-dire que mon fils, sans le vouloir, s'est appuyé contre moi et je l'ai repoussé. Mais vraiment parce qu'il m'a fait mal. Enfin, j'en ai pleuré de douleur. Et c'est ma mère qui était présente qui me dit « Il faut que tu appelles ta chirurgienne ». Je mets quelques jours à l'appeler. J'ai pas envie. Je me dis que c'est pas possible. Ça peut pas, il peut pas, ça c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. C'est pas possible. Ouais. Elle me dit effectivement, c'est un peu bizarre, il faut que je vous voie. Je vous vois dans 10 jours. On se voit 10 jours après. Et là, elle me dit, ce n'est pas le sein que j'ai vu il y a 6 mois. Donc 2 jours après, je vais passer mon IRM. Je le savais. Là encore, je savais, mais là pour le coup, je voulais vraiment pas y croire. Autant la première fois, j'avais compris. Enfin voilà, je m'y étais préparée. Autant là, je savais, j'avais compris, mais je ne voulais pas y croire parce que ma vie allait reprendre.
en septembre. Mes enfants rentraient à l'école. Je lançais un projet professionnel qui me tenait très à cœur. Donc c'était pas possible, c'était pas envisageable. Dans ma tête, c'était pas possible. Ouais, parfois le déni nous sert en fait. Hein. C'est parfois une stratégie pour avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, ça. Tu voulais pas. Je voulais pas. Bon, j'ai pas eu le choix, hein, effectivement. Oui, c'est donc bien une récidive, madame. Ok, je me pointe chez ma chirurgienne 2 heures après, qui m'explique tout. Et donc, il s'agit d'un cancer inflammatoire du sein. Oui, alors là, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, ce fameux cancer du sein inflammatoire, parce qu'un jour, je me souviens sur Instagram, tu as mis cancer du sein ou cancer du sein avec S. Il y a donc bien plein de cancers du sein. Il y a bien plein de cancers du sein. Et celui-là est méconnu. Hein. Est très méconnu. Il touche 1 à 4% des personnes qui sont touchées par le cancer du sein. Il est très agressif et il est très rare. Et généralement, il touche des femmes d'origine africaine. Alors, me demande pas pourquoi, ça je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je lis, c'est ce que je vois. Et là, Christelle, boum, choc de la récidive. Est-ce qu'on t'annonce déjà tes traitements à ce moment-là? Oui. T'es repartie pour un tour de... Je repars pour un tour, sauf que là, je sais que je commence par la chimio, pas par l'opération. Donc, je commence non pas par 3 cures, mais 4 de EC100. Oh, t'es repartie pour ces grosses chimios. Tes cheveux avaient repoussé et tout ça déjà. Mes cheveux avaient repoussé, je venais de claquer 100 balles chez le coiffeur. J'étais ravie. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais... Oh mon Dieu, donc c'est rechute. Qu'est-ce que ça fait de... Comment tu t'es sentie? Tu t'es dit, mais c'est pas vrai, je suis sortie de tout ça et j'ai même pas eu un an de break et je suis repartie pour ces chimios EC avec ces enfants qui sont encore petits. Comment est-ce qu'on vit ça? On le vit mal. On le vit mal. Oui. On le vit d'autant plus mal que quand tu en parles à tes médecins et qu'on te dit que tu as 50% de chances de pas survivre au bout de 5 ans. On t'a dit ça? Ouais. Que tu venais de te dire que si finalement tes enfants allaient grandir avec leur maman et leur papa, là tu te dis à nouveau que non. C'est dur. Ouais. Qu'ils ont 3 ans et demi cette fois-ci et qu'il y a des choses qui vont se prendre de plein fouet, que quand ils étaient bébés, le fait de perdre mes cheveux, ça les a jamais interpellés parce qu'ils étaient bébés. Oui. Et que là, ils vont forcément se demander pourquoi, qu'ils vont forcément à nouveau pâtir de ça. Donc ouais, c'est très très dur. Ouais, je suis rentrée ce soir-là chez moi, dévastée. Je me souviens, à un moment donné, j'ai fermé les yeux dans mon lit et je me suis réveillée en sursaut parce que je me suis vue morte. Et vraiment, tu ressens ce truc où tu arrêtes de respirer, où tu as vraiment l'impression que tout ton corps s'arrête d'un coup. Donc c'est pour ça que tu ouvres les yeux en te disant non, mais attends, je suis vivante et on va se reprendre en main. Mais il faut le digérer. J'ai mis beaucoup de temps à le digérer. J'ai perdu mes cheveux, mais en même temps, j'avais envie de dire que c'était un peu... c'était pas grave, quoi. Puis finalement, les gosses, tu te rends compte qu'ils ont une capacité... les petits comme ça, ils avaient 3 ans. Ils ont une capacité à pas du tout trouver les choses qui, toi, te paraissent lourdes et graves et importantes. Eux, ça les fait rire. Enfin, je me souviens... Oh, ils sont où tes cheveux, maman? Ouais, c'est bien, mais heureusement, c'est la légèreté. Ils sont pas souillés par toute la tristesse, en fait, de tout ce que ça représente. Donc, exactement. Oui, j'imagine que ta priorité du moment, c'était pas vraiment tes cheveux, quoi. Non, c'était pas mes cheveux, c'était de faire en sorte que eux aillent bien. Je m'en voulais parce que les 15 derniers jours des vacances, quand les chimios ont commencé, je les ai laissés chez ma belle-mère. C'était la première fois que je les laissais autant, qu'on était autant séparés. Et j'ai bien vu que ça les turlupinait, que j'ai pas su comment gérer ça, j'ai pas su comment leur expliquer. Il y a énormément de choses durant cette année que j'ai pas su expliquer, où j'ai pas été la mère parfaite, même si ça existe pas. Mais il y a beaucoup de fois où j'ai craqué devant eux, beaucoup de fois où je me suis énervée parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais préoccupée par d'autres choses. Et voilà. Et ça a été dur.
Après, tu te dis que ce que tu avais prévu professionnellement, bah tant pis, c'est à nouveau repoussé, c'est à nouveau décalé, et c'est comme ça. L'énergie, je l'ai repuisée. C'est ce que j'allais te demander en fait. Voilà. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a... Parce que là, j'entends et Je me suis dit le que creux de la vague. Oui. tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc c'est pas fini, c'est pas fini. Mais ça, c'est magnifique. Voilà. Moi, je viens du monde du théâtre, et tant que la pièce de théâtre, que le spectacle n'est pas terminé, bah il y a pas de fin en fait. Et tant que les lumières ne sont pas rallumées dans la salle, le spectacle il continue. Donc je vais pas comparer ma vie à un spectacle, j'aurais pas cette indélicatesse là ou cette prétention, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut continuer quoi qu'il arrive en fait. Tant qu'il y a de la lutte, tant qu'il y a de la lutte, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la C'est lutte, ça. il n'y a pas de fin. Donc C'est ça. tu t'es rattachée à ça. Je me suis rattachée à ça et je me suis dit que j'allais aussi faire en sorte que mon parcours puisse servir à d'autres personnes, à d'autres femmes. J'ai eu envie cette fois-ci, autant mon premier cancer, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Et à part quelques femmes que j'ai croisées sur quelques groupes de parole, j'ai pas du tout tissé de lien. Et là, j'ai eu envie, j'ai eu besoin, en fait, je crois, d'échanger avec d'autres femmes. Et pas forcément que de la maladie, en fait. Plus de nos quotidiens. Oui. Donc tu veux dire, pendant ton premier cancer, tu as pas du tout été sur les réseaux, pas du tout de groupe de... Est-ce que tu étais assez seule? Mais ça te convenait? Ah oui. Ça te J'étais convenait? très seule. Non, ça me convenait pas, mais à ce moment-là, j'avais pas du tout eu le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux, de faire des démarches. Et puis, tu sais, avec les tout petits, j'étais tellement occupée, sollicitée et tellement occupée que, en fait, j'avais pas le temps. Là, comme ils étaient à l'école, j'avais déjà un petit peu plus de temps, donc voilà, j'ai lancé des petites choses, des petites bouteilles à la mer pour voir un peu si ça prenait. J'ai eu des personnes qui m'ont boosté beaucoup. Donc sur Instagram principalement, hein, donc quand tu as commencé ton compte, oui. Et je voyais comme au début tu te dévoilais peu, et puis voilà, petit à petit, notre Justine là qui est en train d'accoucher disait user et abuser des réseaux sociaux quand on est malade. Alors on va clôturer un peu le chapitre médical. Donc t'es repartie pour un tour. Je trouve ça vraiment dur. Après il y a eu la mastectomie. Ouais. Après les traitements de chimio, il y a eu la mastectomie. Je pensais m'effondrer en voyant l'absence de mon sein. Et en fait, mais pas du tout. Sur le coup, je me suis même dit, c'est toi qui fais un énorme déni, tu vas te prendre une claque après, c'est pas possible, etc. Et en fait, non, les jours ont passé. Moi qui ne pouvais pas toucher ma cicatrice lors de ma tumorectomie, là, je me suis mise à masser sans problème. Merci en tout cas pour le partage de tout ce parcours médical qui est un peu bumpy, hein, comme ils disent aux États-Unis. Moi, je vois toutes des espèces de casse-vitesse, là, boum, boum, boum. Tu te relèves avec ces jumeaux, heureusement avec l'aide de ta maman, de ton conjoint. Alors, ce qui m'a marqué, c'est cette manière de vouloir rendre, cette manière de t'investir, cette manière d'avoir transformé l'obstacle en tremplin. Et est-ce que tu peux nous parler de ton projet, mais sublimissime, des dates aussi, comme ça les gens pourront s'y rendre. Moi, évidemment, je suis sur Instagram, donc j'ai l'impression d'être un peu dans les coulisses du projet. Il y a une féminité, une douceur. J'adore. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, écoute, oui. Alors, dès le premier cancer, je savais que je voulais faire quelque chose. Je savais que je voulais m'investir dans la cause. Mais alors, comment et quand? Parce que avec les petits qui avaient quelques semaines, comment vous dire qu'à un moment donné, je me suis vite dit, on verra plus tard. Et là, quand la récidive a frappé, je me suis dit, allez, c'est le moment. Tu fais. Après tout, tu peux pas faire ton projet pro comme tu le voulais. Et tu vas faire autre chose pour pouvoir aller aider et contribuer à ta façon. Je te coupe, mais ça m'a très fort marqué parce que dans le groupe de soutien, tu es rentrée dans le groupe de soutien et je me disais, mais Christelle, c'est incroyable, elle est là pour aider les autres. Tu vois, ça m'a tout de suite marqué. C'était des sujets qui étaient difficiles pour toi, mais t'es là
pour aider les autres. Donc voilà, je te laisse continuer, mais ça m'a très fort marqué, oui. D'ailleurs, sur Instagram, je parle rarement de moi, en fait. Enfin, je parle de moi, mais je parle peu de tout ce qui m'est arrivé médicalement, etc. Je me dis parfois que je devrais. Mais je suis plus là pour essayer d'envoyer effectivement de l'amour, de l'espoir, des bonnes ondes, du soutien pour aider, pour aider ces autres femmes qui luttent au quotidien, quoi. Et c'est ça qui me fait tenir, en fait. Ouais. En fait, je crois que pour avancer, j'ai eu besoin de me sentir utile. Ouais. C'est très important ce que tu dis là, oui. Et c'est de cette façon-là que je me suis sentie utile. Donc lors de la récidive, ça faisait 15 jours que je savais, j'ai appelé ma meilleure amie, qui se trouve être donc Camille Saada, qui se trouve être photographe. Je la cite, puisque bien sûr. Du coup, pour ceux qui veulent aller voir son travail, ce sera possible. Donc elle est photographe et je lui dis écoute, j'ai envie de faire quelque chose pour Octobre Rose. Pas pour 2020 parce que c'est dans 2 mois et que, dans 3 mois et que très concrètement, je suis pas suicidaire non plus, j'ai pas envie. Ouais, voilà, je suis en pleine chimio, je vais pas m'en rajouter vraiment. Mais par contre, pour 2021, ça nous laisse pas mal de temps pour préparer tout ça. J'ai envie qu'on fasse quelque chose. Toi à la photo, moi je sais pas trop encore comment, peut-être en écrivant ou peut-être en faisant un peu de photos parce que j'en fais un petit peu. Est-ce que ça te dit de me suivre là-dedans? Elle me dit évidemment que je te suis. J'ai envie de redonner du sens à mon travail. J'ai envie de m'engager auprès de toi. J'ai envie de te soutenir. Donc évidemment que je te suis. Et puis elle en parle à une copine qu'on a en commun qui est également photographe, donc Bénédicte Lacroix, qui travaille à l'opposé de Camille. Camille fait de la photo studio, Bénédicte fait de la photo reportage. Elles se disent que ça peut être intéressant d'avoir sur un même modèle 2 façons de photographier complètement différentes pour apporter un regard différent sur la personne. Je me dis bah ouais, carrément, c'est super intéressant. Banco, on part comme ça, on travaille toutes les 3 ensemble. Et donc moi, ma place, je la trouve en me disant mais attendez, moi j'écris, j'aime écrire. Est-ce que à votre avis, ce serait une bonne idée de poser des mots pour faire le portrait de ces femmes, donc faire un portrait en mots. On se dit allez, on part sur un triptyque de personnes touchées par le cancer du sein ou ayant été touchées aujourd'hui en rémission. On met au centre de cette exposition les émotions, parce que les émotions, c'est la vie, et que derrière la maladie, il y a la vie, et que ça, il faut impérativement le rappeler, que oui, on peut être malade, mais on est en vie. Tant qu'il n'y a pas ce mot fin, on est en vie. Avec nos fatigues, avec nos moments exacerbés, avec nos angoisses, nos doutes, voilà, je suis pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis pas en train de dire que, attention, c'est pas parce que on est malade et qu'on se dit qu'on est en vie que ça y est, wouh, il y a un arc-en-ciel et des petits lutins qui vont venir apparaître et vous chanter des chansons toute la journée. Non. Au contraire, c'est bien pour ça qu'on part sur les émotions, c'est qu'il peut y avoir du positif, c'est vrai, mais on sait qu'il y a du négatif. Et ce négatif-là, il faut aussi le montrer. Parce que parfois, nos proches ne le voient pas, ne l'entendent pas, ne le comprennent pas, ne comprennent pas certaines de nos réactions, ne comprennent pas qu'on peut d'un coup se mettre en colère pour une broutille. C'est pas pour la broutille qu'on est en colère, c'est pour tout ce qui nous arrive et c'est la broutille qui fait qu'on extériorise cette colère-là en fait. On vous présente via cette exposition qui s'appelle Aparté Portrait Croisé 10 personnes malades dont je fais partie. À la base, je devais être juste le cobaye et puis finalement, elles m'ont demandé de faire partie de l'expo. J'ai dit bah oui, si vous voulez, pourquoi pas. Ça peut être cool aussi. Oui. Donc voilà, donc il y a 10 triptyques. Donc 10 triptyques, ça veut dire des mots au centre et puis les 2 photographes. 2 photos. Alors. Oui, les 2 photos, donc les 2 regards différents des photographes. Ouais. C'est ça, exactement. Et on vous présente 10 femmes qui effectivement ont vécu un cancer du sein, mais qui n'en restent pas moins des femmes et des êtres vivants, parcourus de la tête aux pieds par un tsunami d'émotions et pleines de vie. Et là, vous êtes en plein dans le shooting. Ouais, on vient de finir immense. C'est un travail titanesque. On vient de finir les shootings. Donc là, les 2 photographes sont en post-prod, donc dérochage et puis un peu de retouche. Et toi, tu es en mode écriture? Moi, je suis en mode écriture.
où c'est pareil, il y a du boulot parce que tout ne sort pas comme ça. C'est une exposition qui va se monter à partir du 18 septembre jusqu'au 16 octobre à la médiathèque de Carquefou, donc en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Alors ça, ce que je ferai, c'est sur ta page, sur mon site, il y aura toutes les informations, tous les liens possibles et imaginables. Comme ça, les gens peuvent se rendre et puis alors on en fera la promotion également avant l'événement. Comme ça, ça marche. Voilà. Et puis si tu veux déjà nous donner des petites vidéos, des petits teasers qu'on puisse mettre sur ta page, comme ça les gens voient. Ça marche. Après cette expo, elle va être au même endroit et puis elle va bouger ou pas? Oui, après l'expo, elle bouge. Elle rejoint sur la deuxième quinzaine d'octobre. Elle rejoint la clinique Jules Verne qui se trouve à Nantes, qui est la clinique où je suis suivie pour mon cancer. Et a priori, alors j'ai pas encore la réponse définitive, mais ils veulent nous garder le plus longtemps possible. Pourquoi pas garder le plus longtemps possible? Ouais, non, en fait. Ce serait génial que cette expo soit tout le temps quelque part, en fait. En fait, ce serait top qu'elle soit effectivement voyageuse. Tout le temps quelque part. Et tu vois, même la clinique là voudrait la garder pendant 1 an, quitte à ce que pendant 3 semaines ou 1 mois, elle parte ailleurs et qu'elle revienne ensuite durant l'année sur la clinique. En 2022, on sera sur la commune de Sucé-sur-Erdre. Ça, c'est pareil, ça y est, c'est acté, c'est certain. Voilà, on continue à prendre des contacts pour la faire voyager et la faire bouger. Quel est ton rêve avec cette expo? Mon rêve, c'est que déjà les femmes qui ont participé à ce projet se disent waouh, j'en ai chié, mais je suis là et j'ai réussi à faire ça. Et je suis fière d'avoir réussi à faire ça. Et puis magnifique en plus. Magnifique. Et voilà, et qu'elles se disent aussi, et en fait, ouais, je suis pas mal, quoi. Je me sens belle, en fait. Mais moi d'ailleurs, il y a une des femmes après le shooting, là, tu vois, qui nous a fait un petit message pour nous dire, qui nous a remercié pour le shooting et qui nous a dit, c'est la première fois que je me sens belle depuis que je suis malade. C'est magnifique. Oh j'en ai eu les larmes aux yeux, moi. Mais c'est magnifique. Et puis, voilà, juste un petit mot sur les shootings. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Toi, il me semble que tu as eu aussi un shooting, parce que tu as une magnifique photo avec ta chemise écossaise. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose que j'encourage avec une bonne photographe pendant la maladie, parce que ça permet de mettre en avant toute la féminité et. Ah oui. Toutes ces femmes sont belles sans cheveux. Toutes ces femmes sont magnifiques sans cheveux. Et j'ai une amie qui va passer sur le podcast là justement, Géraldine, qui disait quand une femme n'a pas de cheveux, on voit plus facilement la beauté de son âme. Elle me disait mais c'est comme si les cheveux étaient dans le chemin. Et finalement je trouve que c'est toujours magnifique. Donc voilà, un de tes rêves et d'autres rêves encore. Ouais. Ouais. Et puis mon deuxième rêve, ce serait que les personnes qui voient cette exposition. Alors, si c'est des personnes malades, des personnes qui puissent s'identifier, tu vois, se dire ok, moi aussi je peux arriver à ça, ou ok, moi aussi je peux être belle, ou tiens, moi aussi je vais aller faire appel à un photographe pour lâcher un peu en fait, ou encore mieux. On nous bassine avec faut faire du sport, faut les soins socio-esthétiques, les trucs, les machins. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Ma récompense ultime, ce serait de se dire mais peut-être que les formes artistiques peuvent nous aider à nous sentir bien, sans viser forcément thérapeutique. Je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas envie de l'être, je ne suis pas art thérapeute, et je pars du principe que sans être art thérapeute, les disciplines artistiques aident à l'accomplissement, à l'épanouissement d'une personne, quelle qu'elle soit malade ou qu'elle ne le soit pas. Il y a des bienfaits dans les formes artistiques et il faut en abuser. Voilà, il faut abuser de culture, il faut abuser d'art. D'art, ouais. L'écriture. D'écriture, ouais, il me semble que tu as fait des ateliers d'écriture en plus aussi, non? Ouais, je travaille avec l'association Ma Parenthèse, qui est une association à Basse-Goulaine, donc dans la région nantaise, qui offre des ateliers pour les personnes, les femmes qui sont touchées par des cancers. Et donc, je propose des ateliers d'écriture et des ateliers théâtre. C'est magnifique. Voilà. Là, tu dois pas me convaincre que l'écriture est presque indispensable, parce que voilà, je n'arrête pas. Mais c'est vrai que quand j'avais écrit le post Pourquoi j'écris, il y a tellement de femmes qui m'ont écrit en privé en disant je rêve d'écrire. J'ai dit mais allez-y,
Allez-y. Alors, beaucoup Ouais. de femmes qui disaient, mais je sais pas écrire. Je dis, ben, moi non plus. Moi non plus. J'écris comme je parle. Et de toute façon, je pense qu'on est tous des grands écrivains quand c'est le cœur qui parle. Exactement. Donc voilà. Ce sont pas des ateliers pour apprendre à écrire. Ce sont des ateliers pour écrire, pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et après, avec le temps, à force de s'entraîner, à force d'écrire, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui se mettent en place. Mais ces ateliers-là, c'est pas pour former des Proust ou des Victor Hugo. C'est juste pour l'histoire de 3 heures de faire autre chose que de penser forcément à la maladie, tu vois. Enfin, ou en tout cas d'exprimer la maladie autrement que par ta bouche. Voilà. Et donc voilà. Et donc tout ça fait que je monte aussi du coup une association. Cette association s'appelle L'Art en mon sein. L'Art en mon sein, oui. Ouais. Magnifique. Qui est une association qui aura 2 missions. 2 objectifs. Le premier objectif, dans la même optique que ce que je fais via ma parenthèse, de proposer des ateliers d'écriture, de théâtre et de photographie à des femmes qui sont touchées par le cancer du sein. Donc voilà, ce sera des ateliers pour se faire du bien, pour se réapproprier son corps et son esprit, très important dans la maladie. Et puis le deuxième volet, ouais, c'est un volet préventif, faire tout un travail autour de la prévention sur le cancer du sein via des formes artistiques, donc expos, spectacles, concerts, avec toujours des personnes atteintes ou ayant été atteintes par la maladie. C'est-à-dire que mon but n'est pas de travailler avec des professionnels du chant, des professionnels qui encadrent, oui, mais ce sera pas eux sur scène en fait. Voilà, ce ne seront pas les femmes. Oui, ce sera toujours des femmes qui ont été touchées par le cancer. Oui. Donc, ce sera toujours des femmes touchées par le cancer. Des femmes, ouais. C'est magnifique. Voilà. Si c'est un spectacle de théâtre, les femmes qui seront sur scène, ce seront des femmes qui ont été ou qui sont atteintes d'un cancer du sein. Si c'est une expo photo, ce sera ou des modèles, les modèles seront touchés par cette maladie, ou les photographes. Ce sont les photographes qui seront touchés par la maladie, parce que ça peut être aussi très intéressant, je trouve. Tout à fait. Voilà. Le regard différent, bien sûr. Exactement. C'est magnifique, Christelle. Magnifique, c'est... Je termine juste là-dessus parce que c'est important ce sera pas qu'en ville. Cette prévention artistique, moi je veux aller la défendre et la maintenir dans des endroits un peu plus reculés. Donc en campagne, en maison de retraite, dans des quartiers difficiles. En adaptant bien évidemment les choses à son public. Hein. Je suis pas stupide. J'ai grandi en cité. Je sais très bien que je vais pas aller proposer une pièce hautement intellectuelle. Non pas que les personnes sont pas aptes à le recevoir. C'est pas du tout ce que je dis. Je tiens au contraire. Parfois, faut aussi s'adapter à son public et donc voilà, faire tout un travail comme ça avec certains quartiers. C'est pour moi très important, tout en leur proposant quelque chose de qualité, mais leur rappeler aussi que le cancer du sein, ça n'exclut aucun âge, mais ça n'exclut aucune catégorie sociale et culturelle en fait. Donc, c'est bien de le rappeler. Voilà, donc on aura notre petite camionnette, comme à une époque on avait pour les saltimbanques des roulottes et qu'ils traversaient leur campagne. Et ben nous aussi on va traverser notre campagne et aller faire tout un travail avec les personnes un peu plus reculées. Magnifique. Alors la question toujours un petit peu piège. Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Waouh. J'aurais dû te le dire avant. Oui, c'est ça, c'est terrible. On peut faire une petite pause là maintenant. Hein, mais... comment je voudrais terminer le podcast? Juste avant de terminer le podcast, je voudrais rappeler que l'exposition Aparté Portrait Croisé est dédiée à Anne Sébillot, qui nous a quittés courant mai des suites de son cancer du sein triple négatif. Anne aurait dû faire partie de cette aventure. C'était une des 10 alors de... C'était une des 11 en fait. Ouais. Voilà. Et malheureusement, elle n'a pas pu. On n'a pas eu le temps de la photographier. Mais elle aura son triptyque, donc elle aura son texte et elle aura des photos sur lesquelles elle ne sera bien sûr pas présente, hein, mais des photos qui auraient dû être faites avec elle à la fin. Voilà. Oui. C'est pour elle.
Voilà, c'est pour toutes les femmes qui se battent contre ce triple négatif de merde, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, qui n'ont pas les traitements aujourd'hui pour toutes celles qui, comme moi, ont des cancers inflammatoires et qui savent pas trop où est-ce qu'elles vont, pour toutes les jeunes mamans, pour toutes les mamans qui ne sont pas encore mamans, pour toutes ces femmes qui ne pourront malheureusement jamais l'être, pour toutes ces personnes-là, on fait tout ça. Enfin, j'ai envie de faire tout ça pour toutes ces personnes-là. Et j'ai envie de leur dire, les filles, c'est dur, on va pas se mentir, on le sait. Et quand il faut craquer, il faut craquer. Et quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. Quand on a envie de crier, il faut crier. Quand il y a un petit arc-en-ciel qui apparaît, ou quand il y a un petit rayon de soleil qui pointe le bout de son nez, faut en profiter. Profitez-en, abusez-en. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Et trouvez ce qui vous fait du bien. Voilà. J'ai eu la chance de trouver. J'espère que vous aurez cette chance-là. Faites pas les choses parce qu'on vous dit de les faire. Faites pas du sport parce qu'on vous dit qu'il faut faire du sport, que ça va réduire votre chance de récidive. J'ai fait du sport, ça a pas réduit ma chance de récidive. Ça, je crois pas en ça. Mais par contre, ce dont je crois, enfin, quand je sais que ça réduit les chances de récidive. Mais ce que je veux dire par là, c'est trouver ce qui vous fait du bien à vous, impérativement, pour vous porter et trouver des jours meilleurs, en fait. C'est une magnifique fin de podcast. Plein d'espoir. Merci. C'est dommage que ce soit pas filmé parce que tu as un sourire, tu es rayonnante, un vrai soleil et merci Christelle. Merci à toi. Un vrai plaisir. Merci, je suis toujours extrêmement impatiente de publier le podcast. Si je pouvais les publier chaque fois le jour même, je serais très contente. Mais merci pour ce partage. Merci à toi pour cette belle expo. Merci au nom de toutes les femmes. Et je me réjouis de le partager. Je me réjouis de venir. Oui. Oui, ça, je serais vraiment trop contente. Et plein de bisous. Ouais, moi aussi, je t'embrasse très fort. Merci à toi de m'avoir sollicité, de m'avoir permis de m'exprimer et d'avoir pu partager tout ça avec toi, puis avec toutes les personnes qui nous écoutent. Avec toute la communauté, voilà. Ouais. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.